Avant toute chose, quelques points que je dois mentionner. Avant toute chose, nous espérons que vous êtes prêts à poser vos questions après les discussions que nous aurons et les présentations. Pour ce faire, utilisez la fonction questions et réponses Q&A en bas de l'écran. Et puis, nous reviendrons sur ces questions lors de la partie réservée aux questions et réponses. Veuillez ne pas utiliser cette fonction Q&A uniquement pour des problèmes techniques. Le bouton Q&A, questions et réponses, est uniquement dédié aux questions que vous avez à poser aux experts. Vous avez également accès à l'interprétation simultanée dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de l'interprétation en bas de l'écran afin d'avoir accès à la langue de votre choix. Sans plus attendre, permettez-moi de donner la parole au directeur général de l'OMS, Dr Tedros, qui a préparé un message vidéo pour marquer l'événement du jour. Dr Tedros. Madame Hekali Zimomi, présidente de la réunion des parties au protocole, Madame Adriana Blanco, chère représentante des parties au protocole, chers collègues, chers amis. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est un outil phare dans notre lutte contre le tabac qui tue bien plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. L'outil le plus utile pour réduire la consommation de tabac est la fiscalité. Malheureusement, le commerce illicite empêche cet outil d'être efficace. Il prive les gouvernements de 47 milliards de dollars américains en recettes fiscales chaque année. Les produits du tabac et le commerce illicite exacerbent les inégalités car ils sont bien souvent plus abordables et plus accessibles à des groupes à risque tels que les jeunes. Une gouvernance insuffisante, une réglementation également lacunaire, la corruption, des capacités de détection et de répression insuffisantes et les réseaux de crimes organisés stimulent ce commerce illicite. Cela requiert, pour mettre fin à ce commerce illicite, une approche multisectorielle, globale, une coopération internationale qui donne les fondements juridiques à ce protocole. Nous marquons le 5e anniversaire de ce protocole, son entrée en vigueur, et je suis ravie de remarquer que nous avons l'Union européenne et 67 pays qui y sont partis, notamment la Pologne récemment. Chaque nouveau membre rend le protocole plus fort, plus robuste. Merci pour votre engagement renouvelé pour un monde sans tabac. Merci beaucoup à Dr Tedros pour tous vos efforts. Merci également de nous rappeler les chiffres. Nous avons maintenant un message vidéo du président de la réunion des parties, Madame Hekali Zimomi. Elle est également secrétaire du ministère de la Santé et du Bien-être familial au gouvernement indien. Nous avons son message vidéo. Dr. Adriana Blanco Marquizo, distinguished ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome you to this virtual. Mesdames et messieurs, Madame Adriana Blanco Marquizo, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion virtuelle pour célébrer le 5e anniversaire de l'entrée en vigueur du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Alors que nous célébrons cette étape importante, il est crucial de rappeler que le développement et l'adoption du protocole est le fruit d'une coopération étroite entre les parties et de nombreux secteurs du gouvernement, révélant à quel point une posture unifiée sur des questions de santé publique permet d'atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de santé et au-delà. C'est un honneur de servir en tant que présidente de la réunion des parties au protocole, la MOP. Auprès des membres du bureau de la MOP, les coordonnateurs régionaux, et avec le soutien du secrétariat de la Convention, nous avons tout fait au cours des 2 dernières années pour organiser la 3e session de la MOP qui aura lieu dans 2 mois au Panama. Il s'agit de la première fois que la session de la MOP sera organisée en dehors de Genève et nous remercions le gouvernement du Panama de nous accueillir. Au cours de cette 3e session de la MOP, les parties
pourront avoir des débats fructueux sur notamment la recherche fondée sur les faits, des avancées à l'échelle internationale dans la mise en œuvre du protocole et également les systèmes de suivi de traçabilité des produits du tabac. Les décisions que nous allons prendre en novembre pourront orienter notre progression vers l'atteinte objectif de l'importation du protocole. Une collaboration internationale et intersectorielle renouvelée, la coopération avec les organisations internationales clés, comme nous appelons le faire le protocole, sont essentielles à la bonne réussite de nos travaux. Permettez-moi de vous inviter à tout faire pour continuer à œuvrer ensemble pour lutter contre le tabac alors que nous poursuivons tous nos efforts. Merci. Merci infiniment pour ce discours et également pour leur bonne conduite alors que nous menons cette lutte essentielle. Nous allons maintenant passer à la première discussion de la journée en souhaitant la bienvenue la responsable du secrétariat de la Convention cadre, Adriana Blanco Marquiso, qui a quelques remarques liminaires. Merci, je vous rejoins de Finlande, quelque peu moins ensoleillé que Genève. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer le 5e anniversaire de l'entrée en vigueur du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Il s'agit du premier protocole de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, ou Convention cadre, qui a été adoptée par consensus le 12 novembre 2012 dans le cadre de la 5e session de la conférence des parties à la Convention cadre de l'OMS. Entrée en vigueur le 25 septembre 2018, après le dépôt du 40e instrument de ratification et qui compte aujourd'hui 68 parties, avec la Pologne qui a rejoint les parties à la Convention il y a 4 jours à peine. Ce traité est relativement jeune. L'objectif est ambition, éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac. Le produit couvre des thèmes très importants, notamment les délits, les dispositions en matière de responsabilité, poursuites, sanctions, saisie des transactions financières, techniques d'enquête spéciale, ainsi que le retrait, la destruction des produits du tabac. Et il s'attelle à des questions clés telles que la coopération internationale, des mesures en matière de partage d'informations, coopération technique, détection et répression, ainsi qu'une assistance juridique et administrative mutuelle. Le protocole a pour objectif de sécuriser la chaîne logistique, notamment par une bonne exécution des dispositions concernant l'émission de licences, vérification diligente, tenue des registres, mesures de sécurité et des mesures de prévention, même que des mesures en matière concernant les ventes en ligne en usant les moyens de télécommunication, en franchise de taxes, zone franche et transit international. Les mesures au cœur de ce protocole est la création d'un système de suivi et traçabilité à l'international. Il comprend des systèmes nationaux et ou régionaux de suivi et traçabilité, un point focal mondial pour l'échange d'informations ou GSP. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet outil, un système qui nous permettra à l'ensemble des parties des protocoles de pouvoir atteindre les objectifs de sécurisation de la chaîne logistique et d'avoir une assistance en matière d'enquête qui concerne le commerce des produits du tabac, commerce illicite. Il a été développé par le secrétariat de la Convention en collaboration avec le Centre international de calcul de l'ONU et sous les bonnes houlettes du Bureau de la réunion des parties au protocole et le groupe de travail sur les systèmes de suivi et traçabilité. Ce nouvel outil permettra aux parties de pouvoir envoyer des requêtes, recevoir les informations nécessaires et j'encourage toutes les parties à faire bon usage de cet outil. Merci infiniment. Merci infiniment. Cela nous permet d'avoir un peu le cadre de notre réunion aujourd'hui et de voir ce qui nous rassemble. Alors, vous le savez, aujourd'hui, nous avons le premier événement qui va être lancé aujourd'hui. Et pour la première fois, nous allons lancer une vidéo qui a été montée pour célébrer notre anniversaire aujourd'hui. Illicit trade in tobacco products undermines
tobacco control measures and poses a threat to global public health, security, and government revenues. To address this global concern, the protocol to eliminate illicit trade in tobacco products was adopted under the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Implementing the protocol helps parties to achieve the objective of the WHO FCTC and to address key issues like transnational organized crime, poverty, tobacco-related diseases. Illicit trade in tobacco products generates financial profits that are used to fund transnational criminal activity. These crimes are undertaken by large and organized syndicate groups who pose serious threats to the financial security and law and order of the countries they operate in. Illicit trade in tobacco products circumvents price and tax measures, making smuggled tobacco products more affordable and accessible to low-income populations and young people. This greatly contributes to poverty, as essential items such as food and shelter are neglected. There is a link between illicit trade in tobacco products and the high incidence of tobacco-related diseases. Treating these serious diseases imposes heavy financial strains on countries' health systems, especially for low and middle-income countries. The protocol aims to eliminate all forms of illicit trade in tobacco products through a comprehensive package of measures. These include measures to secure the supply chain, facilitate investigation and prosecution, and foster international cooperation. Illicit trade in tobacco, death, violence, and poverty. It's all connected. Let's work together to break the chain and support the protocol. Learn more about it here. Thank you very much to colleagues both for having prepared that video. Merci à nos collègues qui ont réalisé cette vidéo et qui vraiment met en avant ce volet transnational qui est essentiel lorsque l'on parle du commerce illicite des produits du tabac. Bien sûr, le protocole est une réponse mondiale à un problème tout aussi mondial. Et l'élément central est notamment le suivi, la traçabilité des produits du tabac. Pour en revenir au thème de notre séance aujourd'hui, nous avons une table de discussion au sujet du suivi de la traçabilité des produits du tabac. Notre premier orateur aujourd'hui est M. Rodrigo Santos Feijo. Vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître. Il est responsable de programme au sein du secrétariat de la Convention 4 de l'OMS. C'est un collègue estimé. Il est ici en tant qu'expert en gestion de programme, mais pas uniquement, puisqu'il est également un élément clé de ce protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Alors, il est ici aujourd'hui pour aborder ce thème du suivi de la traçabilité et également comment sécuriser la chaîne logistique des produits du tabac. C'est à vous, Rodrigo. Merci. Kate, bonjour. Bon après-midi ou bonsoir, d'où que vous nous rejoigniez. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation de ce que nous avons fait concernant le GSP, point focal mondial pour l'échange d'informations, et de manière plus générale, les systèmes de suivi de traçabilité tels que mentionnés au chapitre 8 du protocole. Lorsque nous avons commencé à parler de suivi et traçabilité, bien souvent, nous posons cette question: de quoi s'agit-il en tant que tel? Dans le protocole, on définit le suivi et la traçabilité de manière très précise, ce qui nous permet de comprendre précisément de quoi nous parlons. Selon le protocole, dans le premier article du protocole, il s'agit du suivi systématique et la récréation systématique par les autorités compétentes, pas pour toute autre personne agissant en leur nom.
tout au long de la chaîne logistique. Donc, il s'agit pour les autorités de pouvoir tracer quel a été le cheminement des produits tout au long de la chaîne logistique. Et nous l'avons entendu dans les remarques liminaires, il s'agit de prêter main forte aux parties afin qu'elles puissent identifier le point d'origine des produits du tabac et également le point de détournement. À quel moment les produits du tabac ont opéré ce détournement de la voie licite de vente des produits du tabac. Diapositive suivante. Lorsque nous parlons de retracer le cheminement le long de la chaîne logistique, nous pouvons nous poser cette question. De quoi s'agit-il précisément? À nouveau, le protocole nous donne une réponse à l'article 1, paragraphe dédié aux définitions. La chaîne logistique comprend la fabrication, l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication. C'est là la définition essentielle d'une chaîne logistique. En d'autres termes, avoir des informations en matière de fabrication, d'importation et d'exportation des produits du tabac. Il est en outre mentionné que lorsque nécessaire, une partie peut vouloir élargir ce concept de chaîne logistique afin de couvrir d'autres étapes, y compris la vente au détail de produits du tabac, la culture du tabac, à savoir donc la matière première à l'origine des produits du tabac, ou encore le transport de quantités commerciales de produits du tabac, la vente en gros, négoce, entreposage également. Le protocole mentionne bien que la base d'une chaîne logistique est la fabrication, l'importation et l'exportation. Il est néanmoins possible d'ouvrir cette définition pour y intégrer toutes les étapes supplémentaires en partant de la production, de la culture du tabac jusqu'à l'achat du produit de tabac par le consommateur final. Les pays ont adopté une approche qui peut varier. Ils utilisent le système de suivi et traçabilité en utilisant ce concept de chaîne logistique, en se concentrant plus particulièrement sur la fabrication, importation, exportation des produits. D'autres parties, néanmoins, et elles sont nombreuses, elles ont décidé d'élargir cette définition et donc de couvrir l'intégralité de la chaîne logistique. Les avantages sont que lorsque nous parlions, nous l'avons vu précédemment, le point où intervient le détournement vers le commerce illicite. Si un pays couvre l'ensemble des étapes de la chaîne logistique, alors ce pays est en mesure de pouvoir identifier plus précisément à quelle étape le détournement a eu lieu, en passant du commerce légal, licite, au commerce illicite. Diapositive suivante. Quel est l'objectif? De quoi parlons-nous ici? Nous l'avons entendu d'Adriana. Le protocole parle d'effectuer un suivi, une traçabilité des produits du tabac avec pour objectif de sécuriser la chaîne logistique et d'aider aux enquêtes en matière de commerce illicite de produits de tabac. Il y a donc un système de suivi et de traçabilité qui est prévu dès l'entrée en vigueur du protocole et nous célébrons le 5e anniversaire de cette entrée en vigueur aujourd'hui. Ces systèmes de suivi et de traçabilité comprennent les systèmes nationaux et régionaux, mais également le point focal
mondial pour l'échange d'informations, avec un échange d'informations entre les systèmes nationaux et régionaux. Ceci constitue le régime de suivi de traçabilité. Le GSP est mis en point par le secrétariat de la Convention et est mis à la disposition de l'ensemble des parties. Diapositive suivante. Comment les parties peuvent-elles suivre et pouvoir tracer les produits du tabac? Le protocole stipule que l'exigence clé, ce qui permet à une partie de le faire, est d'avoir une marque unique d'identification pour tout produit du tabac. Les parties doivent donc créer des systèmes sous leur responsabilité qui couvrent l'ensemble des produits du tabac, qu'ils soient fabriqués ou importés sur le territoire national. L'ensemble des produits du tabac fabriqués ou importés sur le territoire de la partie au protocole doivent être estampillés d'une marque unique d'identification et émise par l'autorité compétente propre à cette partie. Nous parlons justement en anglais de UIM, marque unique d'identification en français. Le nom est transparent, il s'agit d'une marque unique, sécurisée, que l'on ne peut pas reproduire. Il doit figurer sur l'ensemble des emballages de produits du tabac. Je parle de l'emballage final de produits du tabac, qui doit être marqué de cette marque unique d'identification. Le délai de mise en œuvre de cela est de 5 ans pour les cigarettes, 10 ans pour tous les autres produits du tabac. Ici, nous devons opérer un distinguo entre les timbres fiscaux et ce que nous appelons la marque unique d'identification. Les timbres fiscaux sont un moyen déployé par les parties pour s'assurer de pouvoir identifier un produit du tabac comme étant licite ou illicite. Mais conformément au protocole, l'exigence fondamentale pour que le système puisse être réputé de suivi et de traçabilité, il s'agit d'avoir une marque sur chaque emballage. On ne parle pas d'un code barre utilisé par toutes les mêmes marques de cigarettiers ou de produits du tabac. Nous parlons d'un code différent. Un code unique et propre à chaque emballage de produits du tabac. Une série de chiffres, dès lors uniques et propres à chaque emballage. De quelles informations parlons-nous? Le protocole stipule que dans ces marques uniques d'identification, qui devraient être déjà intégrées dans les systèmes de suivi et de traçabilité nationaux ou régionaux, les parties doivent prévoir qu'il figure des informations sur les dates et l'emplacement de fabrication des produits du tabac, le lieu, l'usine où la fabrication a eu lieu, le marché de vente au détail prévu et également une description du produit. 4 informations qui devraient constituer et figurer dans cette marque unique d'identification. Néanmoins, le protocole précise que par le biais de ce point focal mondial pour l'échange d'informations, ou GSP, les parties pourraient être demandées de donner des informations complémentaires, à savoir toute information concernant les machines ou l'équipement utilisé pour fabriquer les produits de tabac, les cycles de production,
tout client ou tout acheteur principal ou secondaire, toutes les informations concernant l'entreposage et également les informations concernant l'acheminement de ces produits. Cela ne figure pas dans la marque unique d'identification, mais les parties doivent détenir ces informations en cas de requête de la part de notre partie d'avoir accès à ce type d'informations via le point focal mondial d'échange d'informations. Toute partie pourrait être amenée à envoyer une requête à une autre partie au protocole et avoir accès à ce type d'informations en cas d'enquête sur un produit du tabac particulier. Le protocole stipule bien que cela doit être fait au moment de la production du produit de tabac, mais également d'envoi de ce produit de tabac ou au moment de l'importation du dit produit sur leur territoire. Tout ceci doit être fait avant la mise sur le marché des produits du tabac. Tout produit doit être bien estampillé avec cette marque unique d'identification avant sa commercialisation. Diapositive suivante. Autre point essentiel, l'industrie du tabac. Le protocole reconnaît que les parties doivent échanger, interagir avec l'industrie pour bien appliquer ces systèmes de suivi de traçabilité. Vous savez, les cigarettiers, l'industrie a certaines exigences à respecter et il y a donc nécessairement des interactions qui auront lieu. Il est mentionné dans le protocole que ces interactions doivent avoir lieu uniquement lorsque absolument nécessaire à la bonne exécution des systèmes de suivi et de traçabilité. L'industrie ne doit pas être invitée dans les discussions, le débat ou toute réflexion sur l'élaboration, la conception des systèmes de suivi et de traçabilité. Le gouvernement doit dès lors contacter les acteurs de l'industrie du tabac uniquement pour des affaires strictement nécessaires à la bonne exécution de ces systèmes de suivi et traçabilité. Autre point largement mentionné par les parties, le coût de l'exécution de ces systèmes de suivi et de traçabilité pourrait être reporté et pris en charge par l'industrie. Différentes approches ont été envisagées par les parties. Certaines facturent les cigarettiers, chaque marque unique d'identification, chaque produit, afin de rembourser ce qu'ils ont investi dans leur système de suivi de traçabilité. D'autres parties, quant à elles, préfèrent sélectionner un prestataire de système de suivi et de traçabilité qui opère sur leur territoire, puis demandent à l'industrie du tabac de s'acquitter des factures et de payer finalement ce fournisseur, ce prestataire de services de suivi et de traçabilité qui opère sur le territoire du gouvernement. Voici différentes manières pour reporter les coûts sur les acteurs de l'industrie du tabac. J'en viens maintenant à nos discussions d'aujourd'hui sur le point focal mondial pour l'échange d'informations. Nous devons vraiment tenir compte de ce que fait le groupe de travail sur le suivi et la traçabilité. Groupe de travail établi lors de la première session de la réunion des parties, mais dont le mandat a été prolongé par la deuxième session de la réunion des parties.
Lors de cette deuxième session, la MOP, la réunion des parties, organe directeur du protocole, a demandé au groupe de travail de continuer à travailler à l'élaboration de spécifications techniques du GSFP, le point focal mondial pour l'échange d'informations. Et cette deuxième session de la réunion des parties a également prié le secrétariat de la Convention d'élaborer un manuel sur le GSP. Et le système, il faut un système également de messagerie manuelle cryptée pour ce GSP. Pour développer ce point focal mondial pour l'échange d'informations, nous nous sommes d'abord concentrés sur les décisions importantes prises par la deuxième session de la MOP, notamment l'analyse conceptuelle du point focal mondial pour l'échange d'informations. C'est un document qui est disponible à titre de document supplémentaire dans le compte-rendu des travaux de la deuxième session de la MOP, et c'est un document important qui oriente la façon dont nous développons le GSP. Ce document établit les différentes étapes, les processus pour l'échange d'informations, mais surtout, il définit des prescriptions fondamentales qui présideront au bon fonctionnement du système. On dit que le système doit reposer sur la confiance, donc il doit être digne de confiance, il doit être sécurisé pour que les parties puissent échanger les informations dont elles disposent. Ce système doit également avoir un impact minimal. Même les systèmes nationaux et régionaux, il doit être neutre sur le plan technologique et il faut qu'il puisse être déployé progressivement. Au fur et à mesure que des pays deviennent partie au protocole, eh bien, le système doit pouvoir être à même d'absorber ces différentes parties supplémentaires. L'analyse conceptuelle parle également beaucoup de confidentialité, de la façon dont les informations doivent être échangées, et puis les questions également de langue. Mais surtout, cela montre que le GSP sera un système fondé sur les demandes de renseignement. Il ne s'agit pas de faire un système dépositaire de toutes les informations qui existent au monde. C'est un système qui permettra aux parties de communiquer les unes avec les autres. Donc la partie A pourra, par exemple, ou la partie 1 pourra, par exemple, envoyer une demande de renseignement au GSP qui acheminera cette demande vers la partie qui dispose de l'UIM. Celle-ci répondra et la réponse passera par le GSP. Ainsi, la partie 1 pourra recevoir une réponse à sa question. Donc ici, on parle vraiment d'un concept qui est assez courant dans les systèmes des douanes, système de demande de renseignement, mais d'un système de messagerie sécurisé, crypté. Seules les parties qui communiquent peuvent avoir accès aux informations échangées. Même pas nous, du secrétariat de la Convention, ni même le Centre de calcul international de l'ONU ne peuvent voir ce qui est échangé entre les parties. Voilà, je m'arrêterai là dans mon exposé. C'était mon dernier visuel. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Kate.
Merci beaucoup, Rodrigo, de ces explications très claires et approfondies concernant le système de suivi et de traçabilité, les obligations, les possibilités. Merci d'avoir parlé de la configuration du GSP pour répondre aux attentes. J'aimerais rappeler aux participants de notre réunion d'aujourd'hui que s'ils ont des questions, ils sont invités à les taper dans la rubrique questions et réponses de la plateforme. J'en viens maintenant à notre deuxième orateur, Monsieur Shashank Rai, qui est le responsable en chef des technologies au Centre de calcul international de l'ONU, UNICC comme nous l'appelons. Shashank Rai dirige l'unité de conseil stratégique et dans le cadre de ses fonctions, il conseille un certain nombre de membres, de hauts responsables de différentes organisations clientes. Shashank est avec nous, avec lui, nous lui sommes très reconnaissants de nous consacrer du temps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le GSP exactement, qui a été élaboré en coopération avec nous et dont vous serez partie en vertu du protocole? Shashank, vous avez la parole. Merci, Kate. C'est un plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous les participants. Le contexte a été présenté par la présidente ainsi que par Rodrigo. Et vous avez pu comprendre l'importance du système de suivi et de traçabilité et ce qu'impose le protocole pour ce qui est des points focaux. Donc, je vais vous livrer quelques réflexions sur notre cheminement depuis quelques années. Et en fait, nous voulons vous présenter un système réel qui facilitera le respect par les parties des obligations découlant de la Convention et du protocole. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde pourra voir mon écran. Avant d'entrer dans les détails et de vous expliquer à quoi ressemble le GSP, j'aimerais d'abord remercier les parties et tout particulièrement les membres du groupe de travail 1, les principaux facilitateurs et le secrétariat de la Convention. Ces 5 dernières années, notre voyage a été intéressant, surtout pendant la pandémie. En fait, nous avons dû quantifier nos besoins, bien comprendre les dispositions du protocole, quantifier les besoins et il fallait ensuite voir quel type de système technologique serait nécessaire. Donc, il y a beaucoup de travail qui s'est fait en coulisses et également pendant les réunions du groupe de travail. Certaines de ces réunions étaient virtuelles et nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui et nous pouvons tous voir à quoi ressemble notre système. Donc, merci à tous. Et Rodrigo mérite tout particulièrement nos remerciements parce qu'il a joué un rôle clé. Donc, très largement, je vais vous parler de ces différents éléments qui composent le GSP. Nous verrons comment les messages peuvent être échangés entre les parties. Rodrigo a parlé de l'UIM. Il a parlé de l'insertion de l'UIM dans les demandes de renseignements pour faciliter le fonctionnement du système de suivi et de traçabilité. Parmi les principaux besoins, comme l'a dit Rodrigo, tout d'abord, nous voulions un système simple du style système de courrier électronique. Donc, il faut que les utilisateurs du GSP soient à l'aise face à un système convivial, facile à utiliser, mais cette facilité d'utilisation n'enlève rien à la complexité du système que nous avons sur le plan technologique.
il y a une neutralité sur le plan technologique, donc il ne s'agit pas d'imposer quelque technologie que ce soit aux parties, que le système soit manuel ou différent à l'avenir. Il y a un aspect important à mettre en avant que Rodrigo a mentionné. Il faut veiller à ce qu'il y ait un cryptage, un chiffrage de bout en bout. Le secrétariat de la FCTC et par extension nous-mêmes, l'UNICC, sommes les opérateurs pour le secrétariat, mais nous ne pouvons pas lire le contenu des messages échangés entre les parties. Toutefois, le groupe de travail, sur la base de la proposition de la COP et de la MOP, est convenu que certains aspects de ce GSP devraient être accessibles au secrétariat, de sorte que certaines statistiques puissent être collectées. C'est ce que l'on appelle les métadonnées. Et si ces métadonnées sont échangées sécurisées, je répète, il s'agit toujours d'échanges sécurisés des informations, eh bien, le secrétariat doit pouvoir établir un rapport sur l'usage qui est fait du point focal, quel est le volume d'échange entre les parties, etc. Mais le contenu même des messages n'est pas accessible au secrétariat et même en tant qu'opérateur technique, nous ne pourrons pas les voir. Donc voici les principaux besoins, les principaux éléments du cahier des charges. Ce système fonctionnera sur tout navigateur moderne sur le web. Donc en voilà quelques-uns que vous connaissez bien, que l'on utilise quotidiennement, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Il ne faut pas installer de logiciel spécifique sur le dispositif utilisé par les utilisateurs. Parce que pour ce qui est de l'application des lois, les téléphones, les ordinateurs portables, les PC imposent certaines règles et la seule prescription, c'est que la solution sur laquelle fonctionne le GSP soit accessible facilement. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une sécurité à deux niveaux. Nous avons un accès protégé par mot de passe pour les utilisateurs, un système que l'on utilise fréquemment sur beaucoup de sites web. Une fois que ce premier accès est accordé, on trouve des métadonnées, on voit pour combien de UM une demande est envoyée. Et ensuite, on recueille tout ça aux fins d'établissement de rapport pour le secrétariat. Le secrétariat doit savoir, par exemple, à qui est la partie B à laquelle un message est envoyé par la partie A pour pouvoir faire passer ce message à la partie B. Alors, nous n'avons pas, comme le secrétariat de la FCTC, nous n'avons pas accès à cette étape. Là, les messages sont cryptés, sont codés. Donc, tout est chiffré. Et même si nous essayions, nous ne pourrions pas lire ces messages. Voilà quelques caractéristiques techniques essentielles du GSP pour répondre aux attentes et aux exigences définies par le groupe de travail. Les utilisateurs du système, alors, qui seront-ils? Bien évidemment, le secrétariat du FCTC, qui est chargé de certaines tâches. Ce sont les utilisateurs également qui peuvent, c'est le secrétariat qui peut inviter les parties, les utilisateurs, qui expliquent les règles aux différents utilisateurs. Le secrétariat de la FCTC, peut gérer les parties, dire qu'elles ont ceci à faire ou cela à faire. Elles peuvent partager les rapports sur l'utilisation du système aux parties INC. Et je le répète, elles ne peuvent pas envoyer ou recevoir des messages, pas plus qu'elles ne peuvent voir les messages échangés entre les parties. Le système ne leur permet même pas de le faire. C'est interdit dans la configuration du système. Du côté des parties, ce qui vous intéresse, il y a des utilisateurs à deux niveaux.
Tout d'abord, les partis administrateurs. Une fois que l'on a créé des partis administrateurs, eh bien, ces partis ont la capacité de créer de nouveaux utilisateurs pour leur propre parti. On les appelle les nouveaux agents des partis qui ont la capacité de désigner d'autres administrateurs. Et les partis admin peuvent demander que certains UM, donc les marques uniques d'identification dont il a été question, pour leur système de suivi et de traçabilité, soient stockés dans le GSP. Donc, ce répertoire permettra à la partie qui envoie une demande de renseignement de parcourir rapidement le répertoire et de définir à quelle partie elle doit adresser la demande. Par exemple, si le Pakistan va envoyer une demande au Kenya, il regardera dans le répertoire, il trouvera le Kenya et pourra envoyer son message au lieu d'envoyer à des parties multiples. Donc tout cela peut être fait avec la partie admin, alors que la partie agent peut envoyer et répondre à des messages. Donc c'est une approche très simple qui permettra aux parties de se familiariser avec le système, de l'utiliser. Il y a une certaine séparation des rôles. Et donc, dans les parties, le travail peut être mieux réparti. Nous allons nous concentrer davantage sur la partie admin et la partie agent, parce que je pense que c'est ce qui intéresse surtout les participants de ce webinaire, plutôt que ce que peut faire le secrétariat. Tout d'abord, comment les parties peuvent-elles accéder au système? La procédure est très simple. La partie donnera une adresse électronique du point focal et le secrétariat enverra un email automatique au point focal. Le point focal recevra cet email qui comportera un lien, donc la partie va cliquer sur ce lien et remplira un formulaire avec des informations de base à son sujet, le nom, l'adresse, etc. Mais surtout, dans le formulaire rempli en ligne, il faudra joindre une lettre de désignation pour confirmer que c'est une partie admin qui peut bien utiliser le GSP. Le secrétariat recevra ces informations, les approuvera, et puis le parti admin va recevoir un email qui lui permettra de se connecter au système, de créer un mot de passe et une phrase de passe. Ainsi, le secrétariat pourra bien comprendre et approuver les différentes parties admin. Ces parties, une fois qu'elles ont accès au système, peuvent créer des parties agents et les promouvoir en tant que partie admin. Il y a un élément important à garder présent à l'esprit. Nous avons besoin d'un minimum de 2 parties admin, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les messages qui sont échangés par la plateforme sont codés. S'il y a une seule personne qui a la capacité de se connecter au nom d'une partie et de lire ces messages, et si elle perd la phrase de passe, bon, on peut récupérer le mot de passe, mais pas la phrase de passe, eh bien, nous ne voulons pas que la partie perde son accès. Donc, il est très important que chaque partie désigne 2 personnes. Ainsi, si quelqu'un utilise sa phrase de passe ou si cette personne ne travaille plus avec le GSP, un nouvelle partie administrateur est désignée qui pourra obtenir plus facilement un accès. Donc, il faut un minimum de 2 personnes. Une fois que la partie a été créée, elle peut créer ses agents pour elle-même. Et une fois que l'agent a été créé, la demande va au secrétariat du FCTC qui approuve la création de l'agent qui ensuite peut se connecter au système.
Plusieurs agents peuvent être désignés parce que les gens peuvent changer de rôle et il faut pouvoir désactiver l'accès d'un agent s'il il est remplacé par quelqu'un d'autre. Donc nous verrons concrètement à quoi ressemble tout cela dans un instant. Voilà, suffisamment de mots. Voilà à quoi ressemble le système. C'est un aperçu très simplifié de 5 ans d'effort. Donc ça, c'est une capture d'écran de ce que vous pourrez voir si vous vous connectez au système. Nous avons pris l'exemple de quelqu'un du Kenya. Donc à gauche, les messages, les différents schémas UIM, le profil et puis le panel admin. Et là, l'écran pour créer un nouvel utilisateur pour la partie. Donc il faut remplir, donner les informations de base, cliquer sur envoyer pour approbation. Ensuite, le secrétariat approuve et la nouvelle partie est créée. Le nouvel utilisateur est créé. À ce moment-là, soit le partie admin, soit le nouvel utilisateur peut se connecter à l'écran. Et ce que vous voyez, l'image que vous avez maintenant, illustre la façon dont une nouvelle requête est créée. Conformément au protocole, lorsque vous cliquez, vous pouvez sélectionner les différentes parties à laquelle vous voulez adresser le message. Et si je crée cette demande et que je peux choisir 5 à 10 parties, aucune des parties destinataires saura qui sont les autres destinataires. Donc je peux créer une demande, donc je peux m'adresser au Pakistan, au Kenya, au Panama. Mais lorsque le représentant du Kenya, du Pakistan, du Panama recevront ce message, ils ne sauront pas quelles sont les autres parties dans cet échange. Donc, pour le récipiendaire, c'est toujours un échange individuel. Si j'ai 1 ou 2 UIM, j'en choisis 1 ou 2. Si j'en ai plusieurs, par exemple une centaine, je peux mettre 1 ou 2 échantillons. Mais là encore, c'est pour donner au secrétariat une idée de la nature de l'UIM qui est échangé. Le nombre d'UIM qui figure dans la demande, eh bien, si c'est 100, je mets 100. Nous ne pouvons pas procéder à une vérification technique pour savoir si ce nombre est bon. C'est à la partie de mettre le bon chiffre, mais c'est un outil statistique très utile pour connaître le nombre d'UM qui font l'objet de demandes. Ensuite, vous choisissez l'information dont vous avez besoin. Si la partie veut interroger une autre partie sur 100 UIM, elle n'a pas noté tous les détails. Nous proposons l'option d'ajouter des pièces jointes, donc ce peut être un PDF, un document qui énumère les UIM qui vous intéressent et ensuite vous envoyez le message. Et comme vous le voyez, le message est chiffré de bout en bout. Donc le destinataire, lui-même, les UIM sont des métadonnées visibles pour le secrétariat. Ils savent par exemple que le Kenya a envoyé un message au Pakistan, mais ils ne connaîtront pas le contenu détaillé de la demande. On peut également ajouter davantage d'informations, surtout lorsque des réponses sont reçues pour les UIM. Et en bas, vous pouvez également ajouter des messages. Vous avez à gauche toutes les demandes qui figurent dans le système. Il y a par exemple une demande pour le mail que vous avez choisi. Vous pouvez ajouter des pièces jointes, vous pouvez envoyer. Tout ce contenu n'est pas visible pour le secrétariat ni pour le centre de calcul international. Les parties peuvent également voir certains messages, donc elles peuvent vérifier les messages auxquels elles n'ont pas répondu. Il pourrait y avoir des messages multiples et des fils multiples simultanés. Le répertoire UIM, c'est un répertoire très simple où la partie admin peut créer un nouveau modèle UIM. Donc la partie peut définir le modèle qu'elle suit et préciser s'il y a une date d'expiration. Certaines parties n'auront pas ces dates d'expiration, mais si c'est le cas, vous pouvez l'inscrire et télécharger des images.
si en tant que partie admin, je crée une demande et que je peux cliquer sur ce lien et voir les détails. Donc, je vois certaines de ces images. Là, c'est l'Espagne qui est concernée. Et d'après les marchandises de contrebande saisies, je me rends compte que les UIM concernent l'Espagne et je peux me référer au modèle pour savoir à quelle partie adresser ma demande. Enfin, pour le secrétariat, il y a un tableau de bord qui montre des rapports de base au secrétariat et aux différentes parties si elles sont intéressées, combien de parties utilisent le système, combien d'utilisateurs, combien d'UIM, quel type d'échange, c'est-à-dire quelle partie envoie des messages, quelle partie répondent à des messages, le nombre de messages échangés. Voilà les informations de base que nous pouvons afficher pour avoir une idée des tendances d'utilisation. Et cela pourra aider les parties à décider de l'avenir du GSP parce que le groupe de travail a recommandé de commencer par cette interface simple pour ajouter ensuite éventuellement d'autres fonctionnalités. Et cela nous permettra de veiller à ce que le GSP réponde aux besoins des parties. Voilà, je n'ai plus de visuel, mais j'aimerais vous présenter une petite vidéo qui montre comment fonctionne le système. Cette vidéo est accessible sur YouTube, donc n'importe qui peut la visionner. En fait, vous verrez tout ce que je vous ai décrit, mais plus rapidement. Donc là, le secrétariat envoie une invitation au point focal. Le point focal clique sur le lien. Il remplit un formulaire d'inscription et surtout, ensuite, il doit ajouter en pièce jointe la lettre de désignation. Vous sélectionnez le document envoyé. Vous l'ajoutez en pièce jointe. Une fois que le secrétariat de la FCTC a approuvé, la partie admin peut se connecter. Vous avez de nouveau cet écran, donc un agent est créé. Nous demandons une deuxième adresse email, ce qui facilite la récupération en cas de problème. Composer le message, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Donc dans ce cas, nous avons un message qui va au Pakistan. 111 UIM échangés, nous annexons la liste des UIM, nous envoyons, et lorsque le Pakistan reçoit, il peut ensuite répondre à ce message. Voilà, ça c'est de la marchandise de contrebande qui a été saisie dans le port de Mumbai. Donc, demande reçue par le Pakistan. Il peut rentrer dans le système pour examiner les différents détails, préciser le type de renseignement recherché, confirmer qu'il peut répondre à ce message. Il peut mettre en pièce jointe des informations, envoyer un rapport de son propre système national de suivi et de traçabilité et envoyer tout en Inde. Voilà, de nouveau, c'est un système de suivi de traçabilité très simple. Ça, c'est le tableau de bord que nous avons vu tout à l'heure. Et comme nous l'avons dit déjà, en parlant des prescriptions et des principaux éléments, le secrétariat de la Convention et le Centre de calcul international ne pourront pas voir les messages. Voilà l'adresse du site web. Neutralité technologique, comme je vous l'ai dit. Voilà. Étant donné que la solution a des chances d'être utilisée de plus en plus, eh bien, j'espère que vous pourrez nous soutenir pour que l'on puisse développer le système. Voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Merci infiniment pour votre présentation. La vidéo était tout à fait utile également. Sans plus attendre, je vois qu'il nous reste 20 minutes dédiées à la séance questions et réponses. Excellente nouvelle. Cela nous donne suffisamment de temps pour que nous puissions entrer dans de plus amples détails par rapport à ce que vous nous avez présenté tant Rodrigo que Shashank. Nous avons quelques questions qui nous ont été posées dans la section questions et réponses.
Première question. Il me semble qu'elle concerne surtout Rodrigo. Plusieurs volets à cette question. Tout d'abord, est-ce que l'UM est obligatoire à toutes les étapes de la chaîne logistique et qui doit s'acquitter des coûts de la mise de ce marque sur le paquet et également, du coup, le prix du processus de suivi et de traçabilité? Rodrigo, merci infiniment. Merci, chers participants, pour cette question. Tout d'abord, la marque unique d'identification, les différentes étapes de la chaîne logistique. Je dirais que, comme je l'ai dit, cette marque est apposée une seule fois sur l'emballage, avant que le produit ne soit mis sur le marché. Mais si une partie désire suivre et tracer le cheminement de ce produit tout au long de la chaîne logistique, eh bien, cette partie peut apposer cette UIM au tout début de la chaîne logistique, fabrication, importation sur le territoire. L'UIM est activée à chaque étape de la chaîne de logistique. Donc, le produit évoluant le long de cette chaîne, à chaque fois, la marque unique d'identification sera activée, mentionnant produit à quitter l'usine, arrive au site d'entreposage, quitte le site d'entreposage, arrive au transporteur l'a livré au détaillant, etc. À chaque étape, il y a une activation de cette UIM. Nous n'aurons pas une nouvelle marque à chaque étape, comme je l'ai dit, chaque produit n'aura qu'une seule marque, unique d'identification, mais à chaque étape, il y aura activation de l'UIM, ce qui permettra de suivre son cheminement. Pour ce qui est du coût, j'en ai parlé dans la présentation. Le protocole stipule que les coûts de ce système suivi et traçabilité pourraient être reportés sur les acteurs de l'industrie du tabac. Il y a différentes manières de le faire. Les parties peuvent envoyer une facture, si je puis dire, à ces acteurs par UM apposé. Disons, la partie fabriquée ou importe X produits du tabac sur leur territoire, sur son territoire. Il y aura dès lors tant de marques uniques d'identification apposées et il y aura une taxe, un coût pour chaque marque apposée et peuvent envoyer ce coût aux acteurs de l'industrie du tabac. C'est l'une des manières de reporter ce coût Donc, on transfère la responsabilité de ce coût sur les acteurs de l'industrie. Merci infiniment. Il y a une autre question sur les coûts. Il semble que ce soit un thème qui tienne à cœur les différentes parties. Rodrigo, à nouveau pour toi, mais Shashank, que vous aurez aussi votre question ultérieurement. Quand le GSP doit-il être mis en place? Y aura-t-il un mécanisme de validification ou vérification des données ou de mécanismes de collecte de données? Merci infiniment, surtout pour la deuxième partie de cette question. Le GSP sera tout d'abord mis à la disposition et utilisé par les membres du groupe de travail en phase pilote. Après cette session, tous les membres du groupe de travail seront invités à désigner qui seront les personnes qui pourront accéder à ce système, les admins, et on pourra dès lors envoyer les invitations pour qu'ils puissent s'enregistrer sur la plateforme et avoir leurs identifiants. Après la prochaine session de la MOP, la troisième, on en a parlé, qui aura lieu dans 2 mois au Panama, le GSP sera disponible à l'ensemble des parties au protocole. Aujourd'hui, lancement de la phase pilote uniquement avec les membres du groupe de travail, puis une deuxième étape mise à la disposition du système à l'ensemble des parties, après la troisième session de la MOP. Pour ce qui est de la validation des données, Shashank pourrait peut-être compléter ma réponse.
Si la question concerne la validation de la part d'un être humain, on va dire humaine, cela dépend du système manuel dans chaque pays. La personne en charge du système sera chargée de générer les données, de les renvoyer. Pour ce qui est de notre part, la validation du secrétariat de la Convention, il n'y aura pas de validation. Pourquoi? Puisqu'il y aura un chiffrage des données. Mais j'ai peut-être besoin de préciser quelques points pour ce qui est du chiffrement des données, sachant que vous avez plus d'expertise. Je vais faire tout mon possible en tout cas. Pour ce qui est de la question, eh bien, non, il n'y a pas de processus de validation des données dans le système. Pourquoi? Eh bien, nous avons différentes exigences qui s'appliquent. Comme Rodrigo l'a dit, tout est chiffré. Les données sont chiffrées et cela se fait à l'étape de votre navigateur. Vous avez donc un compte sur gsp.org, vous l'ouvrez sur votre navigateur, vous écrivez votre message, vous ajoutez des pièces jointes, vous cliquez sur le bouton envoyer et ensuite c'est chiffré sur votre navigateur et ensuite le message nous est envoyé. Personne ne peut donc lire le message et valider ce qui est envoyé. C'est la première étape d'exigence. L'autre complexité, et je sais que cela fait partie de la planification par les membres du groupe de travail, la structure même d'une bonne donnée. Par exemple, comment indiquer le nom de la partie? Quel code utilisons-nous pour identifier chaque partie? La maturité d'utilisation de l'outil va se faire. Et cela doit se faire avant que les données ne quittent votre pays ou votre navigateur. Des vérifications peuvent être prévues à cette étape. Quelle que soit la demande adressée par une partie, quelle que soit la réponse envoyée par l'autre partie, il n'y a pas de validation. Pour ce qui de l'inscription, j'aimerais rappeler que c'est disponible dans les 6 langues, mais le contenu des messages n'est pas traduit, car nous ne pouvons pas voir les messages, dès lors nous ne pouvons procéder à leur traduction. Pour ce qui est de la procédure d'inscription, elle est disponible dans les 6 langues et vous pouvez choisir la langue de votre choix. Merci infiniment pour vos réponses. Sachant que nous en avons quelques-unes qui vous concernent, quelles connaissances techniques devons-nous avoir pour participer à ces échanges d'informations via le GSP? Quel type d'assistance aurons-nous dans la phase pilote d'utilisation du GSP? Sachant que je vais répondre à la première et peut-être que pour la deuxième question, je me tourne vers Rodrigo. Nous avons rédigé de nombreux guides utilisateurs, nous avons réalisé des vidéos de formation, etc. Comme je vous l'ai montré, c'est assez intuitif, c'est assez facile de s'inscrire, assez facile de rédiger des messages. Ce n'est pas plus difficile que l'utilisation de Gmail, Hotmail, Outlook, etc., toutes ces boîtes de courrier électronique. Vous avez le même type de présentation, une fonction écrire, une fonction envoyer. Nous n'avons pas besoin d'être experts. Nous avons des experts en utilisation conviviale des outils informatiques qui nous permettent de rendre cela accessible. Et nous avons des outils à votre disposition via le secrétariat pour vous orienter dans la bonne utilisation de cet outil. Rodrigo, pour l'autre question. Merci, Shashank. Pour ce qui est du secrétariat de la Convention, nous serons à votre disposition pour répondre à toute question, toute demande d'assistance qui nous parviendrait. Comme l'a dit Shashank,
Lorsque vous allez vraiment utiliser la plateforme, vous vous rendrez rapidement compte que c'est assez convivial, intuitif. Son utilisation, dès lors, ne devrait pas être trop compliquée. Je peux vous rappeler ce que j'ai mentionné lors de ma présentation. Il y a le lien vers la boîte électronique du secrétariat de la Convention et c'est vraiment là l'adresse courriel que vous pouvez utiliser pour nous adresser toutes vos questions. Pour ce qui est du volet informatique, ce sont les collègues du Centre de calcul international des Nations Unies qui seront à votre disposition et qui pourront répondre à vos doutes, questions, préoccupations. Envoyez-nous, en tout cas, toutes deux requêtes sur le courriel que je vous ai mentionné, puis nous allons voir si nous pourrons y répondre ou faire appel à d'autres experts. Nous serons en contact permanent avec le Centre international de calcul, avec les experts du CIC pour que nous puissions vraiment avoir toute l'aide technique nécessaire. Tout se fera en tout cas via le secrétariat de la Convention et c'est à nous ensuite de nous tourner vers les personnes les plus à même de répondre à la requête qui nous sera envoyée. J'aimerais rebondir sur un autre point pour ce qui est du coût. Une question revient régulièrement. Est-ce que les parties vont devoir mettre la main à la poche pour utiliser le GSP? Combien cela coûte d'utiliser cet outil? J'aimerais répéter ma réponse. L'utilisation du GSP est gratuite pour les parties. Le système est déjà conçu. C'était déjà prévu dans le budget de ce groupe de travail, etc. Donc, l'étape d'inscription et d'utilisation sur cette plateforme n'induit aucun coût supplémentaire pour les parties. Toutes mes excuses d'ajouter une question et une réponse, mais cela me semblait tout à fait judicieux à ce stade. Merci infiniment pour cette précision, Rodrigo. Une autre question porte sur le lien vers la vidéo qui a été diffusée et montrée par Shashank. Est-ce que nous pourrions y avoir accès? Et même nous-mêmes, au secrétariat, nous serons ravis de vous adresser et de vous envoyer ce lien Internet. Mais nous aurons ces conversations, évidemment, avec le CIC, mais sachez que nous serons en charge de l'envoi ou pas de messages au CIC pour répondre à vos requêtes. Autre question qui a été soulevée pour Rodrigo. Principalement, nous savons que les stades de mise en œuvre et de capacité de déployer des systèmes de suivi et de traçabilité diffèrent d'une partie à une autre. Que veut dire l'utilisation du GSP pour une partie qui ne serait pas dotée d'un système satisfaisant de suivi et de traçabilité, surtout pour les parties à revenus faibles et inférieurs? Merci infiniment. La question est tout à fait pertinente. Et sachant bien sûr, je vous invite à compléter ma réponse si nécessaire. Pour répondre à une requête qui lui est adressée, une partie devra évidemment avoir un système de suivi et de traçabilité, car tout le système repose sur cette UIM, marque unique d'identification, qui sera émise par une partie. Dès lors, seule une partie dotée de ce système d'émission d'UIM pourra répondre aux requêtes concernant justement l'acheminement, par exemple, d'un produit estampillé de cette UIM. Néanmoins, sans ce système de suivi de traçabilité, la partie pourra envoyer une requête, une demande d'information à une autre partie. Ainsi, une partie qui n'aurait pas de système de suivi et de traçabilité, n'a qu'un régime de timbre fiscal, mais pas d'UIM en tant que tel, pourra néanmoins utiliser cet outil, le GSP, pour envoyer une demande d'information. Mentionnant, je n'ai pas moi-même de système d'émission d'UIM et je vois qu'il y a un code sur un paquet particulier. Vous allez, dans ce cas de figure, pouvoir accéder à la plateforme GSP, voir quelle est la partie qui a émis cette marque unique d'identification et demander de plus amples informations à la partie en question.
une demande d'information est possible. Nous encourageons toutes les parties, bien sûr, à se doter d'un système de suivi de traçabilité, surtout pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous pouvons les aider à déployer ce type de système, trouver des manières, être créatifs dans le mode de financement de ce type de système. C'est vraiment notre message. Nous encourageons l'ensemble des parties pour qu'elles puissent se doter de ce type de régime qui est crucial pour la bonne application du protocole. Merci, Chachang. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à cette première réponse? Non, 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 la réponse était parfaite. Merci beaucoup. Très bien. Question suivante. Les deux questions suivantes concernent l'industrie du tabac et son ingérence, pour être plus précis. Je pense que vous pourriez répondre tous les deux à cette question, à ces questions. Nous savons que l'industrie du tabac et ses affiliés ont un système d'attitude agressive. Est-ce qu'il y a des sauvegardes dans le système permettant que l'échange d'informations soit isolé de l'industrie du tabac, de ses intérêts et de ses tentatives éventuellement d'infiltrer le système? Merci, Kate. Je pourrais peut-être commencer en parlant peut-être de ce que peuvent faire les parties. Mais ensuite, sachant que vous pourriez compléter en disant à quel point le système est sécurisé. Toutes les parties doivent vraiment se rappeler les engagements qu'elles ont pris en tant que partie à la FCTC au titre de l'article 5.3, à savoir protéger la santé par des mesures de lutte anti-tabac, et le protocole lui-même en parle à l'article 4 et surtout à l'article 8, où l'on parle de suivi et de traçabilité. Dans ma présentation, j'ai essayé d'aborder ces éléments. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord que les parties comprennent que le système de suivi et de traçabilité dont le protocole parle est un système qui est contrôlé par les parties et non par l'industrie du tabac. Donc, il ne s'agit pas de déléguer les responsabilités de suivi et de traçabilité à l'industrie du tabac. Les parties devront rester vigilantes et veiller à ce que leur système est un système qu'elles ont autorisé et qu'elles contrôlent, et que les informations qu'elles transfèrent à d'autres parties proviennent de ce système et ou passent par ce système. Mais sachant que vous pourrez parler du système et de la façon dont nous nous assurons que le système est vraiment sécurisé pour l'échange d'informations. Merci. Merci, Rodrigo. Lorsqu'on parle de sécurité, de confidentialité, il y a deux couches à mon sens. Tout d'abord, il y a la question de l'accès à l'information. Le Centre de calcul international de l'ONU fait partie de la famille des Nations Unies. Officiellement et administrativement, nous sommes hébergés par l'OMS. C'est ce qui est une coïncidence, où se trouve également le secrétariat de la Convention, mais dans la pratique, cela signifie que les systèmes informatiques et les solutions informatiques sont sur territoire onusien. Donc, elles sont protégées par les privilèges, ils sont protégés par les privilèges et immunités accordés aux institutions spécialisées de l'ONU et à l'ONU. Donc, il sera très, très difficile d'accéder à ces systèmes d'information. Cela ne relève pas non plus de la législation nationale, c'est l'ONU qui chapeaute tout cela. Voilà pour les détails juridiques. Maintenant, pour les moyens extrajudiciaires d'accéder à l'information. Nous avons une équipe de sécurité informatique très, très forte. Nous avons procédé à des essais également très solides, mais cela ne signifie pas pour autant que c'était une activité ponctuelle, c'est un processus continu. Nous avons une équipe d'opérations de sécurité très importante qui suit de près les éventuelles tentatives de réfraction dans le système. Un certain nombre d'organisations informatiques
ont été compromises et nous sommes donc très, très vigilantes. Et ce système de chiffrage de bout en bout est tout à fait primordial parce que, en toutes circonstances, si le système est compromis, les données récupérées sont chiffrées et comme nous n'avons pas les clés, nous n'avons pas les moyens de déchiffrer, personne n'a les moyens de le faire s'il entre par effraction. Parce qu'on utilise une phrase passe. Tant qu'elle est sécurisée, les données restent chiffrées et il y a très très peu de risques que le système soit compromis. Bon, c'est un événement qui a, comme je l'ai dit, peu de chances, peu de risques d'arriver, mais nous restons très vigilants. Nous travaillons de manière continue et notre équipe sécurité travaille en continu. Mais je pourrais également vous en dire plus sur la sécurité et la sûreté du système. Merci beaucoup, Shashank. C'est tout à fait rassurant pour les parties qui écoutent également. Il y a une autre question qui avait trait à l'industrie du tabac. Laissez-moi la retrouver. La question porte sur le paragraphe 13, c'est-à-dire que les parties doivent limiter leur interaction avec l'industrie du tabac. Et la question est de savoir comment cette approche, où l'industrie nationale du tabac détient un monopole au niveau étatique. Donc, qu'advient-il? Merci, Kate. Il faut se rappeler que les parties au protocole sont parties également à la Convention. Et au titre de l'article que j'ai mentionné, l'article 5.3 de la FCTC, les parties ont accepté des lignes directrices pour la mise en œuvre de cet article. Et ces lignes directrices donnent d'autres informations qui répondent à des questions telles que celle-ci. Et ces lignes directrices ont été adoptées par consensus. Elles ont été adoptées sur la base d'une décision prise par la conférence des parties à la Convention, donc l'organe suprême de la Convention. Et il est dit clairement dans les lignes directrices que les monopoles de tabac doivent être traités comme industrie du tabac. Donc les mêmes sauvegardes qui doivent être mises en place par les parties face à l'industrie du tabac doivent s'appliquer également au cas où l'industrie du tabac serait un monopole national. Ça, c'est une décision que les parties ont prise et j'encourage tout un chacun à jeter un œil sur les lignes directrices qui sont associées à l'article 5.3. Merci, Rodrigo. C'est très important de nous le rappeler. Encore une dernière question rapidement pour Shashank et je vous demanderai à tous si vous voulez faire quelques remarques de conclusion avant de terminer. Shashank, y a-t-il des prescriptions minimales en matière de sécurité ou des coûts auxquels les parties doivent se préparer pour l'utilisation du GSP? Non, non. Je l'ai montré dans les visuels, les parties pourront s'y référer. Donc, nous avons prévu les coûts liés à l'acquisition d'un ordinateur, d'un portable, et puis la mise en place d'un navigateur pour accéder au système. Sinon, le site web est public. Non, il n'y a pas d'autres exigences, mais j'ai travaillé avec les facilitateurs et j'ai appris que dans les systèmes nationaux, il peut y avoir des restrictions. Par exemple, pour l'utilisation d'un navigateur qui peut être difficile pour une partie en particulier parce que le système national des organisations douanières était assez restrictif. Donc, nous pouvons aider les parties, le secrétariat, à prêter main forte aux parties pour un meilleur accès. Mais nous n'attendons pas des parties qu'elles installent quoi que ce soit. Elles n'ont pas à travailler à une intégration informatique. Comme l'a dit le groupe de travail,
C'est la troisième version du GSP qui prévoira une intégration automatique entre les systèmes nationaux et les GSP en fonction des besoins des parties. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, merci. Alors, pour conclure, je vous donne 30 secondes à chacun pour livrer quelques dernières réflexions, si vous en avez. Sinon, je conclurai moi-même. Rodrigo? Non, juste un grand merci. Merci au CCI qui a soutenu le secrétariat de la Convention et un grand merci également aux membres du groupe du travail partis au protocole. Vraiment, le travail qui a été déployé est très important parce que cela nous a permis d'avancer. Je voulais simplement conclure, voilà, en rendant hommage à tous ceux qui ont travaillé dur et qui nous ont apporté leur soutien. Merci beaucoup, Rodrigo. Shashank. Non, rien de spécial, juste un grand merci à tous. Comme l'a dit Rodrigo, ça a été un plaisir pour nous que de soutenir cette initiative ces 5 dernières années et nous nous réjouissons d'aider les parties, le secrétariat à utiliser et améliorer le système parce que pour nous, c'est une mission, une véritable mission, un service que nous rendons, donc c'est important de mettre à disposition un bon système. Merci beaucoup à tous les deux intervenants ont été excellents, leurs exposés très clairs et nous avons reçu des commentaires à cet égard. Donc félicitations à vous deux pour avoir fait quelque chose de complexe, quelque chose de beaucoup plus simple et abordable. Merci à tous ceux qui ont trouvé le temps de nous suivre aujourd'hui. Nous nous réjouissons de votre présence pour le 5e anniversaire de ce protocole. Et un grand merci aux intervenants, comme je l'ai dit. Et merci aux interprètes, parce que sans les interprètes qui jouent un rôle si important pour nous, pour faciliter notre travail, nous ne pourrions rien faire. Donc, nous vous sommes très reconnaissants. Nous aimerions également vous informer qu'il y aura qu'un enregistrement de ce webinaire sera mis à disposition sur la page YouTube du secrétariat et puis vous y trouverez également d'autres ressources. Et puis mon collègue du secrétariat me dit que l'on peut également placer la vidéo que Shashank nous a présentée sur les pages web. Comme ça, tous ceux qui veulent y accéder, qui veulent t'intéresser pourront continuer d'étudier toutes ces informations. Ce sera utile pour beaucoup de personnes. Voilà qui nous amène au terme de cette célébration. C'est un jalon important, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour développer, améliorer le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Je vous souhaite une très bonne journée. Au nom de tous mes collègues au sein du secrétariat, nous nous réjouissons de vous retrouver en personne à la 3e session de la MOP à Panama. Au revoir.